vous invite à prendre connaissance des deux. J'ai mis une question derrière aussi, des questions. Donc, lisez les textes. Alors, quand je parle de lire un texte, c'est aussi pour vous exercer à l'explication de texte. Vous devez faire une lecture active. C'est-à-dire que quand vous lisez, déjà, vous ne lisez pas qu'une seule fois, vous lisez au moins 5 fois chaque texte. Et vous devez, après, mettre des annotations, essayer de comprendre les arguments, de manière à lire de manière active et à comprendre ce que vous lisez, à rendre explicite ce que vous lisez. Voilà. Donc là, c'est sur la question du travail. Hein, vous avez vu le titre, c'est Est-on bien sûr que le travail rend libre? Lol. Bon, j'aurais pu le rajouter, mais j'ai pas osé. Et avec une petite citation, voilà, je fais toujours une citation, là j'ai mis Le travail rend libre. C'est ce qu'il y avait écrit à l'entrée d'Auschwitz. Voilà. C'était pour encourager, bien sûr, ces feignants de déportés à se mettre un petit peu au boulot. Je vous invite donc à lire ces deux textes. Le premier est un texte de Friedrich Hayek, qui est un philosophe libéral du XXe siècle, un des plus importants philosophes du XXe siècle. Et le deuxième est de Johann Chapoutot. Johann Chapoutot, un historien contemporain. Voilà, je fais pause et je vous retrouve dans une vingtaine de minutes. 15-20 minutes. La seule méthode susceptible de réaliser la coordination recherchée. Le contrôle et le mécanisme ne présenteraient pas de difficulté dans une situation assez simple pour permettre à un seul homme ou à un seul conseil d'embrasser tous les faits. Mais lorsque les facteurs à considérer deviennent si nombreux qu'il est impossible d'en avoir une vue synoptique, alors seulement, la décentralisation s'impose. Mais une fois la décentralisation nécessaire, le problème de la coordination surgit, coordination qui doit laisser les organismes isolés libres d'ajuster leurs activités aux faits que seuls peuvent connaître et en même temps d'ajuster leurs plans respectifs les uns aux autres. La centralisation étant devenue nécessaire parce que personne ne peut consciemment équilibrer toutes les considérations relatives aux décisions d'un si grand nombre d'individus, il est clair que la coordination ne saurait être atteinte par un contrôle conscient, mais uniquement par des dispositifs qui transmettent à chaque agent d'exécution les renseignements dont il a besoin pour adapter efficacement ses décisions à celles des autres. Et comme aucun centre ne saurait connaître complètement, ni rassembler et disposer assez vite tous les détails de multiplication qui ne cessent d'affecter l'offre et la demande de divers produits, on a besoin d'un appareil qui enregistre automatiquement les effets des actions individuelles et dont les indications sont en même temps la résultante et le guide de toutes les décisions individuelles. Ok, alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous comprenez de quoi parle Hayek ici? Oui, allez-y, manifestez-vous, vous avez levé la main, oui, monsieur. Ah, mademoiselle, allez-y, désolé, monsieur. Il faut analyser. De quoi il parle, de quoi parle Hayek, en fait? Il parle du travail et de du fait de travailler à plusieurs. Il y a un truc, il parle d'un truc très précis, hein. Oui, allez-y, monsieur. Oui. La concurrence, c'est de ce qui en découle. La concurrence, c'est ce qui en découle, et il oppose la concurrence à quoi? Quel est le problème que pose Hayek ici, en fait? Il y a un problème précis qu'il pose. Oui. La division du travail. Celui de la division du travail, et plus généralement, oui. La gestion d'un grand nombre de travailleurs. La gestion d'un grand nombre de travailleurs, oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur cette gestion, oui? Que le fait de les laisser agir par eux-mêmes, enfin de diviser le travail, de laisser agir les gens par eux-mêmes, ça empêche la coordination et la coordination du travail. Vous êtes sûr qu'il dit ça? Oui. C'est décentralisateur, la division du travail. Comment? La division du travail, elle est décentralisatrice. Elle est décentralisatrice, mais plus précisément, mademoiselle, vous leviez la main au fond? Quel est le problème soulevé? Il y a un truc qui... Oui. C'est de s'adapter aux choix individuels que peuvent faire les travailleurs et réussir à trouver une formule qui permet de ne pas mettre en péril l'organisation de l'entreprise. Si vous voulez, là, Hayek, il est normatif. Il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a une solution à ce qui ne va pas. Mademoiselle? Oui, mais quelle est l'idée? C'est-à-dire que Hayek pointe du doigt à quelque chose qui ne fonctionne pas et dit il y a quelque chose qui fonctionne qu'on peut mettre à la place de quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui. C'est de laisser agir les travailleurs par eux-mêmes et en même temps de les surveiller pour. On ne parle pas de surveillance vraiment ici. Oui. Il dit qu'on a besoin d'un appareil qui enregistre l'occupation et fait des actions individuelles. Ça, c'est la fin, oui, effectivement. Mais c'est important, mais plus anecdotique que l'idée centrale, oui. Il dit qu'une personne seule ne peut pas entendre la totalité d'une entreprise et du coup qu'il est nécessaire d'un appareil qui soit capable d'enregistrer les performances et les capacités de chacun des travailleurs pour ensuite
faire les bonnes décisions par rapport à chaque organisme. Donc là, on se précise, on s'approche. Et du coup, mais qu'est-ce qui l'oppose alors, du coup? Hayek ici. Là, c'est spoiler, donc j'ai mis la date de publication 1944. Oui. Donc, qu'est-ce qui l'oppose? Il oppose de. Il y a un mot qu'il utilise là en ligne 1, 2, 3, 4, 5. Contrôle et le planisme ne présenteraient pas de difficulté dans une situation assez simple pour permettre à un seul homme ou un seul conseil d'embrasser tous les faits. C'est quoi le planisme? Oui. C'est l'opposition au communisme, parce que c'est le Le planisme, c'est le communisme. Le planisme, c'est l'organisation de la production par le régime soviétique. Bon. Et qu'est-ce qu'il en pense, Hayek, du planisme? C'est plus ou moins ce que vous avez dit d'ailleurs, oui. Je pense que c'est pas une bonne chose, parce que du coup, l'État ne peut pas tout gérer, Et pourquoi l'État ne peut pas tout gérer? parce qu'il n'est pas suffisant. Enfin, il ne peut pas être aussi suffisant que l'ensemble du système. C'est pas exactement ça. Mais il peut pas tout gérer, effectivement. Et pourquoi, oui, monsieur? Parce que les facteurs du coup sont trop nombreux et du coup on ne peut pas tout prévoir. Ça, il peut pas tout connaître. Il y a trop de variables, effectivement, trop de facteurs, trop de variables. L'État ne peut pas tout connaître. Et donc, vouloir mettre un État pour coordonner, organiser la production, donc là, un seul individu, c'est sûrement moins efficace que quoi, finalement? Oui, que le capitalisme, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, donc, que le capitalisme? Oui. Le marché concurrentiel. Le marché concurrentiel. Et ça veut dire quoi, le marché concurrentiel, finalement? Oui. La non-intervention de l'État, Non, l'intervention de l'État. Donc, ça veut dire quoi par rapport aux individus? leur liberté individuelle. Défendre leur liberté, les laisser se débrouiller par eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que Hayek, qui dit là, c'est que bon, alors, en fait, La route de la servitude, bon, c'est un livre d'idéologie libérale, mais ça reste quand même un livre absolument génial. Lisez-le si vous avez le temps, c'est assez court en plus. Et la route de la servitude, c'est quoi pour Hayek? C'est le planisme. En fait, le planisme conduit à la servitude. Et là, honnêtement, on peut pas dire les arguments qui mobilisent sont quand même assez pertinents, puisque l'idée principale, après on rentrera dans les détails, hein, c'est bien ça, c'est bien que on a d'une part le planisme qui se propose comme ça de tout expliquer, enfin de tout coordonner, de tout organiser, de tout prévoir pour un État, un pays entier qui contient plusieurs millions de personnes. Donc de prévoir, d'administrer la production, de la prévoir, de l'organiser, de prévoir et d'organiser la distribution des biens produits, etc., etc. Et effectivement, ça pose problème parce que l'État, il ne dispose pas de toutes les informations pour savoir au niveau local ce dont les personnes ont besoin. Donc peut-être qu'il serait préférable de décentraliser le pouvoir de l'État et de donner le pouvoir à d'autres agents, à des agences ou à des entreprises qui, elles, connaissent localement alors là, il parle des courbes d'offres et de demande, mais bon, connaissent les besoins des individus et produisent en conséquence. Et produisent de manière optimale puisqu'elles sont bien sûr en concurrence. Et l'idée de concurrence, c'est une idée. Alors, là, je vous pose une question parce que ça, vous l'avez peut-être pas. Mais d'où vient cette idée, à votre avis, de concurrence dans l'économie? Et le fait que, du coup, le travail doit obéir à cette règle de la concurrence, la production obéit à cette règle de concurrence, et donc par là, le travail obéit à cette règle de concurrence. D'où ça vient? Je vous donne un indice. Cette idée de concurrence, va peut-être donner la réponse. Alors c'est vrai que cette idée-là est empruntée à Adam Smith. Alors le problème qu'il y a, et c'est souvent un problème que peuvent rencontrer les étudiants des écoles de commerce ou qui font de la SES ou de l'économie sans aller lire Adam Smith. En fait, il y a une lecture un peu, comment dire, une lecture complètement à la ramasse en fait d'Adam Smith, qui est faite par les théoriciens de l'économie. Alors, je ne ferai pas à Hayek cette insulte-là, en revanche. Adam Smith ne parle pas vraiment de concurrence, pas vraiment de marché. L'idée de la concurrence, elle vient plutôt d'une théorie scientifique. Question à laquelle? Oui. La sélection naturelle. Darwin, exactement, la sélection naturelle. Et il y a, au XIXe siècle, apparaît à la suite de Darwin un courant philosophique qu'on appelle le darwinisme social et qui est défendu par un philosophe qui s'appelle Herbert Spencer. Et Spencer applique la doctrine darwinienne aux sciences sociales et propose une lecture darwinienne
de la société, à savoir que, eh bien, peut-être que comme la vie en général est réglée par des principes de sélection naturelle, il pourrait en aller de même. Naturellement, la vie sociale et économique pourrait être réglée par des mécanismes de sélection naturelle. Et comme c'est naturel, c'est souhaitable, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, c'est nécessaire. Ouais, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça que la nature le veut, si la nature peut vouloir quelque chose. Et donc, eh bien, peut-être qu'au lieu de vouloir tout contrôler par le moyen de l'État, de la bureaucratie, des institutions, il serait plus souhaitable d'en revenir à la nature. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout chez Adam Smith, hein, d'en revenir à la nature et de laisser les individus choisir eux-mêmes en toute flexibilité, en toute liberté, si vous voulez, pour que leur performance soit optimale compte tenu des besoins, de l'offre et de la demande. Donc voilà, c'est ça qu'il y a là chez Hayek en gros. Arrêtons, on rentrera dans le détail après, vous inquiétez pas. On fera une lecture détaillée des deux textes. Arrêtons l'État, donnons du pouvoir aux individus, libérons le travail. Voilà, libérons le travail. Et comme ça, si on libère le travail, on libère aussi les individus, puisqu'ils produisent ce qu'ils doivent produire, en toute liberté bien sûr, pour que tout fonctionne au mieux. Alors bien sûr, vous êtes pas mal d'entre vous s'est attardé sur la fin, en disant que oui, finalement, la dernière phrase, vous savez, la fin du texte, là, un appareil qui enregistre automatiquement les effets des actions individuelles et dont les indications sont en même temps la résultante et le guide de toutes les décisions individuelles. Donc, il semblerait que, malgré cette grande liberté, alors ça, Hayek, il ne le dit pas, mais on va y venir, il y a quand même un appareil qui est le guide de toutes les décisions individuelles. Donc, ces décisions individuelles sont libres, mais elles sont guidées. Il y a un guide. Je vous laisse deviner le mot allemand pour guide, qui nous introduira au deuxième texte, bien sûr. Est-ce que quelqu'un peut lire le deuxième texte? Oui, monsieur, allez-y. Herbert Bach exige de ses agents la performance. L'important est d'agir, de prendre des décisions rapidement, sans s'embarrasser des scrupules bureaucratiques. Ne parlez pas, agissez, sans plainte ni complainte à l'égard des tutelles. Les tutelles fixent un objectif que les agents doivent atteindre sans perdre de temps, sans demander de moyens supplémentaires, sans gémir ni fléchir face à la difficulté de la tâche. L'important est que la mission soit accomplie, peu importe comment. Bach recommande la plus grande plasticité dans les méthodes employées. Ces méthodes sont laissées à l'appréciation de chacun. En termes militaires, depuis le XIXe siècle, cette conception du travail a un nom, L'Auftragtaktik, soit la tactique par la mission ou par l'objectif. Une mission est donnée à un officier qui doit l'accomplir comme il le souhaite et comme il le peut, pourvu que l'objectif soit atteint. Élasticité. On parlerait de flexibilité, d'initiative ou d'agilité. Performance, objectif, mission. Nous voilà en terre inconnue. Bach, ce monstre archaïque et lointain en uniforme de SS, réintègre notre temps et notre lieu car il emploie les mots, il en utilise les catégories, il en pense et vit les notions. Il se voit et se vit en homme performant et regrette que son protecteur et supérieur d'arrêt, trop mou à ses yeux, soit un perdant. On pourrait sans problème traduire par loser. Alors, est-ce que vous savez qui est Herbert Bach? Bon, vous avez une idée en tout cas, c'est dans le texte. C'est un SS, c'était un ancien SS, alors je vais vous faire son historiographie rapidement. Donc c'était un SS qui n'a pas directement participé à la solution finale en cela qu'il n'a tué personne de ses propres mains. Voilà. Il a quand même fini général SS à la fin de sa carrière, avant que les nazis soient destitués de leur pouvoir. Mais il n'a jamais été inquiété par les Alliés, et il a créé, 4 ans après la fin de la guerre, une école pour les cadres, une école de commerce pour les cadres qui imitait la Harvard Business School, qui imitait aussi, comment s'appelle cette école en France, l'INSERM, je crois, en France. Et il a formé comme ça, à partir des années 50, 600 000 cadres dans les entreprises allemandes. Voilà. Et c'était un des plus grands gestionnaires nazis. Il a théorisé l'organisation du travail nazi. Voilà, c'est un des plus importants théoriciens de l'organisation du travail nazi, voilà, qui est Herbert Bach. Voilà, alors, qu'est-ce que vous retirez de ce texte-là? Et après, vous me lirez vos réponses aux questions, mais qu'est-ce que vous retirez de ce texte-là? Donc, qui est écrit par Johann Chapoutot, qui est un historien français contemporain. Oui, monsieur? C'est-à-dire qu'on est comme dans une expérience guidée,
par l'ordre, enfin, plus que guidé, on est obligé de faire quelque chose, mais on est totalement libre dans la manière d'atteindre cet objectif. Oh, c'est magnifique. Vous avez donné exactement la réponse que j'attendais. Donc effectivement, il y a cette idée-là que les nazis, donc là, il est bien question des nazis, hein, vous avez compris, donc laissent une totale liberté d'action aux individus, mais une liberté qui est quand même limitée parce que ils sont comme guidés par des grandes directives. Alors, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas savoir ici, quand ici Chapoutot parle de Laufragtaktik, donc de la pratique militaire allemande du 19e siècle. Il faut savoir qu'en fait, la Prusse de Frédéric II, après avoir pris une volée par les armées de Napoléon à Iéna en 1806, se remet en question militairement. Les mecs se disent, bon, on s'est pris des raclées, ça va pas du tout, notre système, notre machinerie parfaitement ordonnée ne fonctionne pas, il faut qu'on trouve autre chose. Et donc, ils s'inspirent de ce que faisait Napoléon, tout en gardant en eux une forme d'esprit allemand. Et par esprit allemand, il faut entendre l'esprit de liberté. Alors, je vais vous expliquer pourquoi après l'esprit de liberté, je ferai une digression après. Et donc, les tacticiens allemands décident en fait de laisser une certaine liberté aux soldats prussiens, c'est-à-dire que on leur donne un objectif. Par exemple, vous devez envahir une colline, vous devez, je ne sais pas, repousser l'ennemi dans telle forêt ou dans telle plaine, dans tel fort, dans telle place fortifiée. Ça, c'est votre objectif, et vous avez toute la liberté pour réussir à accomplir cet objectif. C'est vous qui décidez comment y arriver. En gros, prenez-vous en main, débrouillez-vous. Voilà. Donc, vous êtes libre de décider. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, les soldats sur place savent sans doute mieux que les généraux planqués dans leur bureau à Berlin ce qu'il convient de faire. Donc, ils connaissent bien la situation, donc on leur délègue à eux, comme ils ont l'information, la liberté d'action. Ainsi, on leur délègue aussi la responsabilité de l'échec, vous comprenez, puisque c'est eux qui ont décidé comme la responsabilité de la victoire en quelque sorte. Donc ils sont libres comme ça de décider parce qu'au motif qu'ils connaissent mieux justement le terrain. D'un autre côté, ils ne sont pas libres de décider de quels sont les objectifs à accomplir. Et donc effectivement, c'est un peu comme nos travailleurs qui sont libres de décider comment produire, enfin nos travailleurs allemands, nazis, là. Vous êtes libres de vous organiser comme vous voulez, mais vous n'êtes pas libre de décider ce qu'il faut faire en fait. Voilà. Donc, il faut produire pour l'effort de guerre en fait. Juste une digression rapide. Cette idée très importante parce qu'en fait c'est ce que veut montrer Chapoutot. En fait, on a cette image du nazisme comme une très très grande bureaucratie qui est un régime très vertical, qui démarre avec Hitler, puis après c'est différents hauts dignitaires. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, explique Chapoutot. Vous aviez effectivement le Führer, mais le Führer veut lui-même, c'est le mot pour guide du coup en allemand, le Führer veut lui-même pulvériser l'État. Hein, c'est dans les mots d'Hitler, il veut pulvériser l'État. Et ces hauts dignitaires nazis, en fait, ces ministres nazis, ne sont pas devenus ministres parce qu'ils ont été nommés comme ça, parce que c'était des copains de manière arbitraire. Non, c'est parce qu'ils ont réussi à créer des agences et à créer des institutions dans un système hautement concurrentiels qui se sont montrés particulièrement efficaces. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont, comme ça, ils ont été promus ministres proches du Führer et qu'on leur a donné toute une série de titres. Donc, ce qui leur a permis finalement d'obtenir du pouvoir, c'était leur liberté d'agir, leur liberté de montrer leurs valeurs face au guide qui était Hitler. Et cette idée que l'Allemagne, c'est le pays de la liberté, c'est une idée qui a été promue, défendue de manière extrêmement dogmatique par un philosophe très important qui s'appelle Hegel au XIXe siècle. Et Hegel, il y a un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Karl Popper, on en a déjà parlé, Karl Popper le considère comme étant le fondateur de l'idéologie nazie. Voilà, ni plus ni moins, ne perdons pas de temps en tergiversation ou en nuances. Parce que Hegel, en fait, chez Hegel, il y a le racisme, il y a le pangermanisme, il y a le début de l'eugénisme en quelque sorte, il y a le totalitarisme, il y a tout ça chez Hegel. Et c'est un totalitarisme qui se fait toujours au nom de la liberté et qui utilise la liberté comme moyen. Et c'est très marrant parce que l'analyse de Chapoutot, dont là, bon, il y a quand même un extrait, mais si vous lisez le bouquin, c'est ce qui en ressort, vous vous rendez compte que la solution finale, dans le fait qu'on ait décidé d'exterminer les Juifs, en fait, ce n'est pas le résultat direct et immédiat
d'un processus idéologique, d'une idéologie. C'est-à-dire que Hitler n'a pas décidé d'exterminer les Juifs. D'ailleurs, c'est pas Hitler qui a décidé de mettre en place la solution finale pour exterminer les Juifs. C'est un conseil qui réunissait Göring, Himmler et toute cette clique-là. Et ils se sont rendus compte que le moyen le plus efficace, compte tenu des moyens qu'ils avaient pour mettre en œuvre leur projet, c'est-à-dire se débarrasser des Juifs en Prusse et idéalement de manière générale, c'était de les exterminer le plus rapidement possible et de mettre en œuvre comme ça une extermination systématique des Juifs. Mais cette idée de la Shoah, de la solution finale en particulier, pas de la Shoah mais de la solution finale, elle émerge justement de ce processus hautement concurrentiel, de concurrence des idées, de concurrence des hommes, en vue de réussir le mieux possible à atteindre l'objectif qui est, in fine, de se débarrasser du judaïsme. Voilà. Donc l'idée là, c'est que la concurrence, elle est présente chez les nazis. Et c'est marrant parce que elle est quand même drôlement présente chez les libéraux aussi, vous voyez. Oui. Mais c'est pas Carl Schmitt qui considère le nazisme comme du libéralisme autoritaire. Oui, effectivement. C'est une idée qu'on trouve chez Carl Schmitt, vous avez raison. Oui. Il y a aussi l'idée que le nazisme c'était l'échec du libéralisme, enfin c'était le libéralisme qui s'est réfugié dans le fascisme. Ah oui, alors c'est vrai qu'on peut. Alors là, oui, on peut le considérer comme ça, mais on peut se dire aussi que le. On peut dire ça, c'est vrai. Alors, là, il faudrait pour le coup plus creuser, parce que qu'est-ce que ça veut dire se réfugier dans le fascisme et pourquoi il aurait. Quand le système libéral est menacé, Ouais. il va appliquer des moyens totalitaires pour le défendre. Oui, alors ça c'est vrai. Mais alors ça, non seulement c'est vrai du nazisme, mais c'est vrai de tout un tas d'autres mouvements. Par exemple, les États-Unis ont été très doués pour organiser des coups d'État partout en Amérique latine où des sociétés humaines résistaient au libéralisme. Le FMI, la Banque mondiale sont très doués en Grèce pour dicter à comment il s'appelle Tsitsipas ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, puisqu'il y a un chantage au financement de la dette qui est fait derrière les actions politiques. Voilà. Bon, alors maintenant, comment est-ce qu'on met en perspective ces deux textes et quand concluez-vous quant au discours affirmant que l'homme se libère par son travail? Est-ce que certains ont rédigé des réponses qu'ils pourraient éventuellement lire? N'ayez pas peur si vous pensez avoir écrit des choses qui sont fausses, ce n'est pas grave. Nous disons tous des choses qui sont fausses. En plus, quand on est en terminale et qu'on commence la philosophie, c'est tout à fait naturel. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire ces éléments de réponse? N'ayez crainte. Voir un peu ce que vous avez dit. Ça vous permettra, si c'est bien, comme ça vous le saurez. Et donc, c'est bien de savoir quand on écrit quelque chose de bien. Comme ça, on sait quoi faire. Et si c'est moins bien, vous le saurez. Comme ça vous permettra de faire mieux la prochaine fois. N'ayez donc crainte. Est-ce que quelqu'un a rédigé quelque chose? Sûrement. Est-ce que quelqu'un peut répondre quelque chose? Alors, je vous pose la question, comment mettriez-vous en perspective ces deux textes, finalement? Qu'est-ce qu'il y aurait de... Quand je dis les mettre en perspective, c'est-à-dire les comparer et essayer de chercher quelque chose de commun, sans faire de raccourcis trop non plus trop grossiers. Qu'est-ce qu'il y aurait... Qu'est-ce qu'il y aura en commun là-dedans? Qu'est-ce qu'on en ressortirait? Oui, monsieur? L'idée de la liberté d'action guidée par l'objectif. Alors, c'est pas dirigé contre vous, hein, mais soyez prudents parce que les élèves de terminale ont tendance à faire cela. Quand vous avancez une idée, essayez toujours de la situer par rapport à une question ou un problème, donc de faire bien une phrase avec un sujet, verbe, complément, ou plusieurs sujets, plusieurs verbes, plusieurs compléments, et de dire de quoi il en ressort précisément. Donc reformulez votre idée, s'il vous plaît. Hayek qui défend le fait que les entreprises devraient avoir une liberté absolue d'action, mais qu'elles sont tous guidées par un seul et même objectif, qui ne leur est pas imposé, mais qui est nécessaire. Alors que Chapoteau, il pense aussi que, dans le nazisme, il pense qu'ils ont une liberté d'action totale, et cette fois-ci, c'est un objectif qui est imposé explicitement. Et il est imposé explicitement, mais finalement, si le but du Führer, c'est de pulvériser l'État et de déléguer à des agences la liberté d'action locale, est-ce que finalement, les nazis comme les libéraux
ne se dirait pas, ne prétendrait pas être guidé par une forme de nécessité? Est-ce qu'on n'aurait pas du darwinisme social chez nos amis nazis? Du darwinisme racial. Ah oui, est-ce que le darwinisme racial... Ah oui. Est-ce que le darwinisme racial, ce serait pas une des résultantes du darwinisme social? Alors ça, peut-être que vous le savez pas, mais pour les nazis, en fait, l'individu n'a pas de valeur en soi et pour soi. C'est-à-dire que l'individu n'a pas une dignité en soi et pour soi. L'individu ne se suffit pas à se défendre lui-même, si vous voulez. Ce qui a de la valeur, c'est l'utilité de l'individu. Ce qu'il peut produire, ce qu'il peut faire, sa performance. En cela, là encore, le nazisme est très très proche de l'utilitarisme qu'on a chez les libéraux. La question de en quoi suis-je utile, la valeur des choses et la valeur des individus indexée sur l'utilité des individus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a cru bon d'euthanasier tous les handicapés, les trisomiques, les vieux, tout ça, bon, tous ces gens qui n'étaient pas utiles. Et les juifs dans l'idéologie nazie, les juifs, ils ont un problème, c'est que ce sont, si vous lisez Mein Kampf, vous vous rendez compte que, enfin moi j'ai pas réussi à tout lire parce qu'au bout d'un moment c'est extrêmement saoulant, mais vous vous rendez compte que les juifs sont présentés par Hitler dans le texte comme des parasites, comme des gens qui ralentissent l'économie allemande, qui ralentissent l'énergie germanique. Des gens inutiles qui finalement vivent sur le dos de la société, notamment à travers la finance, la banque, enfin tous les clichés tous les clichés antisémites bien sûr, que l'on peut entendre, bon, qui sont habituels si j'ose dire, tristement habituels. Et donc il y a cette idée-là, là encore, que pourquoi est-ce que l'arien est supérieur au latin? Parce que le latin est enfermé dans une bureaucratie qui le rend un peu inerte, qui le rend, qui opprime sa liberté et l'expression de sa puissance, de sa vitalité. C'est pour ça qu'il est inférieur, le latin, à l'arien. Il en va de même des Slaves, des êtres méprisables, vous voyez. Des soviétiques, les communistes, c'est cette espèce d'institution totalement hiérarchisée dans laquelle les individus n'ont pas la liberté d'exprimer leur puissance. Et donc, finalement, pourquoi les latins, les slaves, les juifs, les noirs, les handicapés, etc., sont des sous-races pour les nazis? Parce que justement, dans un processus de sélection naturelle, ils ne font pas le poids face aux Germains. Ils n'ont pas la même valeur que les peuples germaniques. Ils n'ont pas la même valeur. Ça, c'est aussi dans le bouquin de Chapoutot, mais on apprend que la terminologie ressources humaines qu'on emploie aujourd'hui dans les entreprises, elle a été inventée par les nazis. Enfin, les nazis parlaient de matériaux humains. Ça peut très bien se traduire par ressources humaines. Le fait que l'on assimile l'individu à une ressource, c'est-à-dire qu'on indexe l'individu à son utilité. On fait de lui, son ontologie, ça n'est plus ce qu'il est, sa dignité par rapport à une certaine morale ou une certaine éthique, mais simplement ce qu'il peut rapporter. Voilà. C'est marrant ça. Hein. Et donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on peut dire du coup du rapport au travail chez les nazis, du rapport au travail chez les libéraux? Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Très simplement, oui. Il est assez similaire. Assez similaire. Est-ce qu'on peut en conclure que la conception du travail chez les libéraux aujourd'hui est héritée, généalogiquement parlant, du nazisme? Oui. Il s'appuie dessus à un certain moment, mais c'est pas la même généalogie. Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que là où il faut être prudent, c'est qu'il ne faut pas faire de réductionnisme nazi. En fait, peut-être que... On ne sait même pas si le management libéral aujourd'hui s'inspire du management nazi. En fait, c'est qu'il y a un vecteur commun. L'idée fondamentale qu'on peut mettre quand on met en perspective ces deux textes, c'est que le nazisme appartient à la modernité. Hein, le mot époque moderne est dans le texte d'Hayek, d'ailleurs je l'ai mis là exprès à dessein. Hein. Le nazisme appartient à la modernité. Cette idéologie n'est pas quelque chose de complètement hors sol qui est une anomalie de l'époque. C'est une des formes que peut prendre l'idéologie qu'on appelle aujourd'hui néolibérale, c'est-à-dire le fait que l'État
mettent en place que les institutions, l'État mette en place des pouvoirs politiques pour détruire l'État et pour faire régner le libéralisme. Donc le nazisme n'est pas quelque chose de hors sol, quelque chose qui est anormal, quelque chose qui est incompatible avec le libéralisme, puisqu'il a en commun avec lui le darwinisme social, la promotion de la liberté individuelle, de l'utilitarisme, de la défense de la puissance personnelle, de la concurrence, de toutes ces choses-là. Il n'est pas incompatible. Il est donc quelque part pas surprenant que quelque chose comme le nazisme puisse apparaître, puisque le nazisme appartient complètement à l'époque moderne. Ouais, ça appartient à la modernité. C'est un peu réducteur et raccourci d'assimiler, alors sans doute que c'est d'assimiler les nazis à des fous, même si, bon, objectivement, c'est pas sûr qu'Hitler ait eu la lumière à tous les étages. Hein. Je dis pas ça. Psychiatriquement, il devait avoir quand même des très sérieux problèmes. Mais outre la personne d'Hitler, qui, bon, sans doute avait des problèmes d'ordre psychiatrique, hein, voilà. Peut-être, je sais pas, je suis pas psy, mais bon, il y a quand même des chances. Hein, je prends pas trop de risques en disant cela. Le nazisme lui-même, est-ce qu'il est si surprenant que ça ? Est-ce que la solution finale est une anomalie dans un système néolibéral? Pas tant que ça, finalement. Oui. J'ai juste c'est quoi le texte, mais il y a un texte du 19e siècle qui partait du principe que si on devait aller au bout de la logique de marché, pour régler la famine en Angleterre, on devait arriver au cannibalisme. Ah oui, c'est marrant, ça, j'ai pas lu ça. C'est qui a écrit ça? C'est une idée très amusante. Les gens se font la guerre, ils s'entretuent. On revient vraiment à Hobbes, à l'état de nature, hein, c'est assez délirant. Ok, alors maintenant je vais vous poser une dernière question. Ah mais non, ça a sonné, non? Oui, ça, c'est bon. Ah ben je suis désolé, je vous libère. J'ai trop parlé.